Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 30 décembre. Toute l'actualité près de chez vous en ces dernières heures de 2024. Reportages, découvertes, interviews, portraits et votre météo à venir à la veille d'une soirée de réveillon toujours très attendue pour nombre d'entre vous. Le ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, sera avec nous dans quelques instants pour s'arrêter sur le dispositif de sécurité mis en place en cette soirée particulière du 31 décembre, et évoquer également les dernières mesures mises en place en matière de contrôle routier ces tout derniers jours. Dernier conseil, ultime préparatif à la maison cette fois, et tout l'art de la table, avec nos conseils pour une décoration de fête de circonstances, sans oublier un regard important vers votre météo, des plus clémentes depuis quelques temps en principauté, idéal donc pour prendre le temps de profiter de notre environnement, de notre bord de mer ou encore du village des sports installé en contrebas du traditionnel marché de Noël qui fermera ses portes ce dimanche 5 janvier. Nous vous l'annoncions dès hier soir sur Monaco Info. C'est avec une grande émotion que le monde de la culture a appris le décès de Marie-Claude Beau, disparue à l'âge de 78 ans, après avoir été nommée en 2005 vice-présidente du conseil artistique et membre du conseil d'administration de la Fondation Prince-Pierre. Elle avait pris la tête en 2009 du nouveau musée national de Monaco. Son successeur en 2021, Björn Wahlström, ainsi que la directrice des affaires culturelles, Françoise Gamerdinger, ont tenu aujourd'hui à lui rendre hommage. Je crois que c'est elle qui nous a vraiment ouvert les portes sur l'art contemporain à Monaco. Et puis qui a également fait mon apprentissage en tant que directeur des affaires culturelles dans ce domaine. Son carnet d'adresses était tellement étendu, elle était tellement généreuse qu'elle a ouvert à toutes les institutions de la Principauté. On a pu en profiter et justement elle a fait venir des personnes très importantes. Je pense à Thomas Dimond, à de grands artistes qui, eh bien, je crois, ont ouvert l'esprit des Monégasques à l'art contemporain, et ça c'était vraiment très important, et c'était aussi une volonté de la princesse de Hanovre qui avait choisi, je dirais, je me permettrais même, parce que comme nous étions très amis, ce personnage, et pour justement eh bien, pour faire profiter la principauté de sa vision, parce qu'elle était vraiment visionnaire. Marie-Claude Beau est une personnalité d'exception, et avec sa disparition on perd quelqu'un d'important pour le monde de l'art et pour tous ceux qui l'ont accompagné et qu'elle a accompagné pendant toutes ces années. Je l'ai rencontrée il y a 25 ans. J'étais tout jeune et la particularité de Marie-Claude, c'était de faire confiance à la jeunesse. C'est aussi une des grandes forces de Marie-Claude. C'est ce qu'elle m'a appris, que l'art était partout et tout le temps, dans la façon de choisir un bureau ou une chaise de bureau, pourvu qu'elle soit bien dessinée, comment on prépare son cigare avant de craquer une allumette. Voilà, c'était tout ça Marie-Claude, et j'ai appris énormément à son contact. Je lui suis extrêmement reconnaissant, et ce qu'elle a fait pour Monaco, c'est évidemment de placer le musée sur la carte de l'art contemporain avec des expositions extrêmement exigeantes, sans concession. C'était quelqu'un qui avait un tempérament aussi, un sérieux tempérament, un franc-parler légendaire. C'était une grande gueule, c'est elle-même je la cite, donc je me permets de la citer. Et c'est tout à fait nécessaire parce que c'était une grande gueule au service de causes justes et pour l'art. Et les hommages ont été nombreux, à l'image en France de celui de l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, qui a salué la mémoire d'une grande prêtresse de l'art, une légende qui n'avait pas son pareil pour nous faire, je cite, aimer le beau. Grande dame des musées, Marie-Claude Beau avait très tôt bousculé les règles en convoquant toutes les disciplines artistiques au cœur du musée et en provoquant des dialogues et des rencontres inédites. Elle a toujours eu à cœur aussi d'élargir et de diversifier les types de publics, que ce soit notamment à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Jouy-en-Josas, puis à Paris, à l'American Center ou encore au Musée des Arts Décoratifs, comme au MUDAM au Luxembourg et enfin au nouveau Musée National de Monaco. À quelques heures de la Saint-Sylvestre et d'une soirée pas comme les autres en matière de sécurité routière notamment, le gouvernement a souhaité envoyer un signal fort après les 2 graves accidents survenus mi-décembre. Le ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, est notre invité ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va parler tout de suite de ce qui nous attend le 31 décembre, des mesures particulières peut-être concernant la sécurité en principauté pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. On aura d'abord une multiplication par 3 des policiers sur le terrain par rapport à ce que nous avons dans les nuits habituelles, et qui est déjà
important, mais là, ce sera une multiplication par 3. Et puis, nous allons poursuivre, comme nous l'avons fait depuis le début des fêtes, nos opérations de contrôle qui avaient fait suite, vous en souvenez, aux accidents. Donc, c'est une nuit dans laquelle nous serons pleinement mobilisés et surtout les forces de l'ordre sur le terrain. Très marqué, bien sûr, la Principauté de Monaco par ce double accident tragique avec 5 blessés graves. Mesures de sécurité encore plus nombreuses, on disait, pour le 31, avec aussi des endroits où il y aura la fête un peu plus tardive, notamment sur le port de Monaco. Oui, comme chaque année, il y a des mesures spécifiques qui sont prises sur la darse de Monaco, en liaison d'ailleurs avec les commerçants. Et nous avons fait en sorte que, comme d'habitude, toutes les mesures soient prises pour l'accès à ce lieu, en particulier empêcher les mineurs qui voudraient y accéder, empêcher aussi d'y accéder avec des bouteilles. Voilà, bref, ça se fait en liaison avec les commerçants et chaque année ça s'est bien passé, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et au-delà de ce lieu, nous avons évidemment des contrôles qui auront lieu sur les sites les plus emblématiques, que ce soit les abords du casino, que ce soit évidemment les entrées de la Principauté ou évidemment le port de la Condamine. Un rendez-vous festif le 31 bien sûr, mais toujours avec une sécurité accrue à Monaco, c'est le maître mot. Nous sommes très attentifs à la sécurité d'une manière générale. Nous sommes très attentifs aussi à la sécurité routière depuis les accidents qui ont eu lieu voici quasiment 2 semaines. Oui. Et vous savez que nous avons annoncé des mesures, nous les avons mises en place, en particulier des contrôles, puisque nous avons eu 60 opérations de contrôle depuis le 16 décembre. Nous avons verbalisé 200 personnes, ce qui veut dire que ce qui avait été annoncé s'est réalisé. Et nous incitons, comme toujours, ceux qui viendraient en Principauté, certes, ils peuvent faire la fête, comme l'a dit le ministre d'État, mais aussi, s'ils ont bu, ils ne peuvent pas reprendre leur voiture. C'est vraiment le message que je tiens à faire passer ce soir. Et nous avons d'ailleurs sensibilisé, puisque des réunions ont eu lieu peu après les accidents, les établissements de nuit, des flyers ont été distribués, nous avons sensibilisé les taxis qui ont augmenté leur offre pour ces jours de fête. Donc pour ceux qui voudraient faire la fête, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, mais aussi ça se fait dans des conditions nouvelles, puisqu'ils doivent ne pas conduire, faire appel à des taxis ou trouver d'autres solutions. Mais enfin, on les incite à ne pas abuser de l'alcool lorsqu'ils conduisent. Monsieur le conseiller, on a parlé du renforcement un instant avec quelques chiffres. Hein. Vous l'avez dit, des contrôles routiers pendant cette période, depuis ce double accident. La sensibilisation est importante, cette politique autour des établissements de nuit, des taxis. Est-ce qu'on peut avoir un peu la teneur des échanges? Est-ce qu'on est bien conscient de l'enjeu aujourd'hui en Principauté? Oui, que ce soit l'établissement de nuit ou les taxis, tous nous ont confirmé la réalité de cette alcoolisation pour un certain nombre. Du côté des établissements de nuit, nous leur avons demandé de faire appel à nous dès qu'il y a une situation compliquée qui concerne un ou plusieurs de leurs clients à la sortie de leur établissement. Et puis s'agissant des taxis, comme je vous l'indiquais, là il s'agit de leur permettre d'augmenter leur offre. Ils le font jusqu'à la fin des fêtes et puis ensuite nous serons sans doute amenés à faciliter encore le travail de BeSafe qui fait un très bon travail et dont il faudra sans doute augmenter la possibilité de moyens. C'est vrai qu'on a constaté aussi une opération de communication d'importance, on les a vus sur Monaco Info, ces messages, sur les réseaux sociaux comme sur les flyers aussi. C'est important en tout cas de lancer cette campagne, hein, bien sûr. Oui, et il faut le faire par tous les moyens. Aujourd'hui, les flyers en sont un puisqu'ils sont distribués dans les établissements, mais aussi les réseaux sociaux puisque la plupart des résidents, des monégasques et de ceux qui viennent de l'extérieur ont accès aux réseaux sociaux et c'est un moyen pour faire passer des messages forts comme celui-ci. Comme sur Monaco Info, bien sûr. La prochaine étape, finalement, dans ces mesures d'importance pour les contrôles, c'est ce projet de loi qui vous tient à cœur, hein? Oui, le ministre d'État l'a annoncé lorsque nous nous sommes réunis et lorsque nous avons rencontré tant les établissements de nuit que les taxis. Le projet de loi doit être déposé dans les prochaines semaines, si possible avant la fin du mois de janvier. Il vise plusieurs choses. D'abord, créer un délit de mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'on a vu que lorsqu'on prend quelqu'un dans son véhicule alors qu'on sait qu'on est alcoolisé, il y a une mise en danger objective. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, permettre aux forces de police de contrôler davantage l'alcoolémie, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, c'est limité dans un certain nombre de cas. Troisièmement, il faut pouvoir augmenter un certain nombre d'amendes, notamment quand il y a des grandes vitesses, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui que les amendes, lorsqu'il y a des vitesses supérieures à 50 km/h, sont de 200 €, mais objectivement, les montants de ces amendes sont insuffisants pour qu'elles soient dissuasives.
Et puis nous voulons aussi envisager de créer une contravention de grande vitesse qui permettrait de sanctionner ceux qui circulent à plus de 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée, ce qui est quand même pour Monaco des vitesses de 100 km/h et au-delà. On imagine bien les risques que l'on prend. Donc voilà les quelques axes de ce projet que nous espérons pouvoir présenter encore une fois dans les prochaines semaines. Oui, l'élément fort bien sûr c'est ces contrôles sans infraction justifiée. Hein. Oui, aujourd'hui, comme je l'avais rappelé, les contrôles se font soit à la suite d'un accident, soit lorsque, objectivement, nous avons tous les signes de l'ivresse publique et manifeste. Mais on voit bien que c'est trop limitatif pour permettre des contrôles efficaces, parce qu'un certain nombre de personnes n'ont pas d'accident, sont contrôlées, ne présentent pas des signes d'ivresse, mais objectivement sont très alcoolisées. Et donc il faut qu'on puisse aussi sanctionner ce type de comportement. Donc l'Europresse, vous nous rappelez le nombre de contrôles routiers pendant la période des fêtes ? Ah, nous en avons fait 60 opérations et nous avons verbalisé 200 personnes. Et ça va se poursuivre évidemment, certes, jusqu'au 31, mais ensuite. Oui, oui. Parce que nous savons bien que l'alcoolisation n'est pas uniquement liée aux fêtes, elle l'est sans doute davantage lors des fêtes, mais lors des week-ends ou même lors de soirées, il y a des possibilités de s'alcooliser et donc derrière de créer des accidents graves, voire mortels. Il y a beaucoup de domaines hein, dans votre secteur, bien sûr, notamment le domaine du sport. Avec, on avait parlé déjà ensemble sur Monaco Info. Monaco, capitale du sport 2025. Est-ce que ça donne de plus en matière de sécurité, en matière de jeunesse, en matière de sport? Qu'est-ce qu'on va faire de plus pendant cette année ô combien importante pour ce label? Eh bien, ça va commencer. Ça veut dire que tous les événements sportifs d'importance seront labellisés Capitale mondiale du sport. Ça veut dire qu'on va valoriser cela. Et il faut le voir aussi comme une récompense pour la principauté. Parce que si nous sommes Capitale mondiale du sport, c'est parce que, objectivement, nous avons énormément d'équipements sportifs de grande qualité. Nous avons un grand nombre d'associations dédiées au sport et puis nous avons aussi des sportifs d'élite. Donc ces trois éléments, les équipements, les associations et les sportifs d'élite, ont contribué à nous faire Capitale mondiale du sport et toute l'année 2025, on va s'acharner, on va s'évertuer à honorer cette labellisation qui est pour nous une fierté et un honneur. Merci d'avoir été notre invité ce soir avec quelques heures de passer vers une autre année, bien sûr, ce passage 2024-2025, c'est de bonnes fêtes. Et encore une fois, soyez prudents, soyez respectueux. Voilà, faites juste attention à vous et à vos proches. C'est le message qu'on a envie de passer ce soir avec vous, Lionel Beffre, sur Monaco Info pendant cette nuit de la Saint-Sylvestre. Merci à vous. Merci à vous. Alors que la grisaille et le froid se sont installés partout en France, la météo est d'une douceur exceptionnelle sur la Côte d'Azur et à Monaco depuis quelques jours, on l'a bien remarqué pour ces fêtes de fin d'année. Sarah Karim et Camille Caloni se sont rendus ce matin sur la plage du Larvoto. Vous voyez ce reportage. L'image est à s'y méprendre. Nous ne sommes pas au printemps ou en été, mais bien en hiver. Le 30 décembre 2024, un peu avant midi, le thermomètre affiche 13 degrés à l'ombre sur la plage du Larvoto. Ce climat particulièrement doux fait le bonheur de ces vacanciers venus de la région de Milan et grands habitués de la principauté. È veramente un paradiso, anche pur essendo in inverno, ma siamo proprio, la temperatura è ideale. Noi veniamo sempre in spiaggia qui all'Larvoto e passeggiamo molto nei ristoranti così, ma ritengo che Monaco sia una delle perle in tutto il mondo. Pour cet autre couple, Monaco est une première et le contraste de température avec sa ville d'origine est frappant. Strasbourg, c'est pas la même chose. Non, non, il fait froid là. Il fait froid. On a -4, je pense. Non, -2 à peu près. Et puis pas de soleil quoi. Un temps qui fait aussi les affaires des restaurateurs qui voient les clients affluer en terrasse. On est très content qu'il fasse beau pendant les fêtes, ça fait du bien. Beaucoup de touristes, beaucoup plus de touristes que de locaux forcément. Mais oui, on est content de travailler, il n'y a rien de pire qu'un restaurant vide pendant les fêtes, donc non, on s'éclate. En espérant que 2025 démarre sous le même signe, quoi qu'il en soit pour cette résidente, accompagnée de son petit chien Simba, la baignade, c'est tous les jours. Et on rappelle que la baignade sera en partie interdite à partir du 2 janvier, et ce, jusqu'au 30 avril, en raison de travaux dans ce secteur. En revanche, la plage, attention, restera accessible et les restaurants et les commerces seront toujours ouverts.
La nouvelle année approche et vous recevrez peut-être chez vous demain soir des amis ou des membres de votre famille pour célébrer ensemble le réveillon. Alors comment réussir sa décoration de table pour le nouvel an? Élément de réponse ce soir avec Frédéric Elion et Camille Caloni qui se sont rendus à la boutique de design d'intérieur Sabrina Monte-Carlo. Les fêtes de fin d'année permettent de passer des moments magiques en famille ou entre amis pour ravir ses convives et instaurer une ambiance féerique à la maison. Le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, la décoration de la table est un véritable art à ne pas négliger pour sublimer cet instant mémorable. Pour la Saint-Sylvestre, on change un petit peu de thème par rapport à Noël. Noël, on est très traditionnel avec des coloris verts, rouges, dorés. Pour la Saint-Sylvestre, on va basculer plutôt sur le cristal qui va mettre en valeur la lumière. On passe sur le métal argenté qui va pouvoir sublimer les mets. Nos verres en cristal pour le vin. On est sur une tendance beaucoup plus festive avec plutôt entre amis. Pas de nouvelles tendances. Pour cette année, les incontournables restent le cristal, la porcelaine blanche et un chemin de table soigné. Peu importe le thème ou le look que vous choisissez, il n'y a pas vraiment de mauvaise idée de déco. Les personnes traditionnelles aiment des tables très très chargées et puis d'autres vont préférer des tables un petit peu plus contemporaines, un petit peu plus épurées. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de faux pas. En revanche, c'est vrai que la petite touche avec le bougeoir qui va illuminer, donner un petit peu de chaleur, c'est toujours quelque chose de très apprécié. Vous l'aurez compris, pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, votre table aussi sera sur son 31. Et pourquoi ne pas terminer 2024 au sein de l'écrin de l'Opéra Garnier, avec la toute dernière représentation ce mardi soir de l'enivrant opéra bouffe, l'élixir d'amour de Gaetano Donizetti, que vous présente José Sacré. Alors vous, Vittorio Grigolo, vous avez été Sinatra d'une manière géniale. Aujourd'hui, je suis rigolo avec le jet devant. Je vais faire rire ce soir, non? Tout à fait. Oui. Et ça vous plaît? Oui, parce que tout le monde, il pense que la furtiva lagrima, c'est une chose, c'est une aria un peu mélancolique. C'est pas, c'est joyeuse. Elle est en mineur, mais c'est joyeux. Opéra bouffe, l'élixir d'amour, est l'un des opéras les plus populaires de Donizetti. C'est un mélodrama giocoso, ce drame joyeux, et selon moi, c'est vraiment, pour les non-initiés, une très belle porte pour découvrir l'opéra. L'humour, la légèreté et puis bien sûr l'amour de cet opéra sont parfaits pour prendre un peu cette température, cette atmosphère de Noël. Les décors, c'est très original. C'est un peu un monde comme de Lilliputien. Alors, pour les plus jeunes, on parlera des Minimoys. Tout est agrandi et nous avons ces petits personnages qui vivent dans des champs de blé, de coquelicots et qui utilisent tout ce que les humains ont pu laisser derrière eux afin de construire leur maison, leurs petits instruments, leurs vêtements et leurs bijoux. Nous avons encore plusieurs représentations, celle du 31 décembre qui sera accompagnée d'une soirée un peu particulière, assez inédite, avec les protagonistes de ce spectacle et bien d'autres surprises. Avec les musiciens du Prince Monaco, le chœur de l'Opéra de Monte-Carlo sous la direction de Gianluca Capuano et une magnifique distribution, l'élixir d'amour de Donizetti est à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo jusqu'au 31 décembre.
Jusqu'à la fin de la semaine, le marché de Noël vous attend sur le port Hercule. Marché ouvert, on vous le rappelle, exceptionnellement demain, jusqu'à 2 h du matin pour cause de grand réveillon. Et en contrebas des stands, des petits chalets en bois et autres manèges, n'hésitez pas, jusqu'au terme des vacances scolaires, à venir découvrir et profiter du village des sports que vous présentent nos spécialistes, Fabien Bonilla et Hugo Comasa. C'est notre Focus Info du lundi. Le village des sports, 2e édition, depuis qu'il n'y a plus de patinoire. La mairie a installé un village des sports, un parcours pour les jeunes. Alors je vais absolument rien tester du tout. C'est Louis, notre cobaye, le stagiaire de 4e, qui va s'y coller. Louis, est-ce que tu aimes ce genre d'activité là? Oui, l'année dernière j'ai testé et j'espère que ce sera aussi bien. On va te demander après ce que tu as ressenti. Je te laisse te préparer le temps que je rejoigne juste à côté Arnaud Justy, le chef du service des sports. Arnaud, quelles sont un peu les activités qui sont proposées là? Alors il y a des activités encore les ninjas, donc ninja pour les parcours pour les enfants. Donc on a 3 types d'activités pour les tout petits, les 3-6, les 6-12 et les 12 et plus. La différence par rapport à l'année dernière, donc la nouveauté, c'est qu'on a doublé toutes les lignes. Donc c'est qu'il y a 2 parcours pour les enfants, 2 parcours pour les plus grands, avec des difficultés qui vont crescendo, donc du plus facile au plus difficile, et avec vraiment des activités qui se rapprochent vraiment du Ninja Warrior, de l'épreuve d'émission, de type d'émission qu'on connaît. Petite différence par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a voulu renforcer encore la sécurité et permettre aux jeunes enfants, donc dès 1,20 m, donc on ne parle pas d'âge, mais on parle de taille, donc à partir d'1,20 m, ils peuvent venir essayer en toute sécurité pour venir sur le port Hercule, donc se lancer du plongeoir du 10 mètres, faire 180 mètres au-dessus des activités, au-dessus des bateaux, pour atterrir tout doucement tout au fond du port. Et on a aussi notre mur d'escalade, qui est cette année dans l'enceinte de la piscine. Donc un mur 4 faces, donc vraiment pour les jeunes enfants, donc jusqu'à 10-12 ans, ils peuvent venir tester. C'est pas un mur de compétition, c'est vraiment un mur pour découvrir l'activité. Et nouveauté cette année aussi, on a travaillé avec les guides et scouts de Monaco qui vont pouvoir se restaurer. C'est quelque chose qui nous manquait l'année dernière, donc les parents vont pouvoir venir, et les enfants aussi, pouvoir boire un petit chocolat chaud, un café ou des softs et un petit goûter, donc avec des tables, des chaises que l'on a installées pour qu'ils puissent s'installer et regarder les enfants déambuler tranquillement au soleil sur le port Hercule. Et puis par rapport à l'année dernière, qu'est-ce que ça a donné cette fréquentation l'année dernière? Parce que là on ne peut pas faire de bilan, ça vient d'ouvrir, mais qu'est-ce que ça a donné l'année dernière? Ça a attiré du monde déjà? Ça a déjà attiré beaucoup de monde l'année dernière, donc pour une première année on a fait 25 000 visiteurs, donc 25 000 personnes, parce qu'on a les comptages à l'entrée, donc on a 25 000 personnes qui sont venues au sein du village et à peu près 10 000 personnes qui ont fait des activités. Bon, nous, on va rejoindre Louis, là, qui s'est préparé pour le ninja, le parcours ninja. On va voir un peu ce qu'il va faire et puis on va voir un peu son ressenti. Merci Arnaud. Ah, punaise! Ah, Louis, là, il a fini son parcours. Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est plus dur que ce qu'on pense à la télé. Et je comprends Thomas qui a dû mettre du sien pour gagner Ninja Warrior. Justement, on va discuter un peu avec Thomas. En attendant, la torture n'est pas finie pour toi, hein. Tu vas faire la tyrolienne. On te rejoint à la tyrolienne, d'accord? Alors Thomas, vainqueur de Ninja Warrior 2017, même en plus avec un record, je crois, sur la corde, il me semble. Un des premiers le premier en Europe à aller à la corde, donc oui, c'est sûr que c'est une vraie fierté. Quelle est la particularité technique de ces différents parcours-là? Mon but, c'était de proposer un concept qui développe la motricité dès le plus jeune âge. Donc du coup, j'ai prévu le parc. En fait, plus on avance dans le parc et plus on gagne de l'âge, en fait. Donc les premiers parcours sont pour les 3-6 ans avec des mousses, donc très safe. Après, on a un accrobranche pour prendre de la hauteur et voir si on est toujours capable de faire des obstacles. Ensuite, on arrive sur le parcours des 6-12 ans, où là, on est vraiment proche d'un parcours Ninja Warrior, dans la forme, dans le concept, dans les obstacles. Et après, on a le parcours adulte qui est en face de moi, là-bas derrière, qui est vraiment à la hauteur de ce qu'on pourrait trouver sur Ninja Warrior. Bien sûr, un peu moins haut, perché, puisqu'on a des normes à respecter. Sans piscine. Exactement, sans piscine. Et du coup, voilà, une expérience qui est très proche de Ninja Warrior. Allez, on rejoint donc Louis juste là-bas avec la tyrolienne.
Tu te sens comment là, Louis? Ça va. Un peu stressé ou pas du tout? Un peu stressé, mais ça va, j'en ai déjà fait des plus grandes. Et le voilà, le héros du jour. Bon Louis, qu'est-ce que tu as pensé là, de toutes ces activités et de la tyrolienne notamment? C'est assez ludique, on peut faire du sport et sans devoir déployer trop d'énergie. Un petit peu quand même pour le ninja. C'est amusant et la tyrolienne elle est assez longue et du coup c'est très plaisant. Ouais, c'est sympa pour une fin de stage. Ouais, c'est bien. On va parler, merci Louis en tout cas, on va parler tarifs. C'est 10 € les 20 minutes pour les différentes activités. Vous pouvez aussi acheter des carnets de 10 tickets pour 80 €. C'est un petit peu moins cher pour le parcours Petit Ninja pour les 3 à 6 ans. C'est à 64 € et puis sachez que ce village est ouvert jusqu'au 5 janvier pour venir ici s'amuser. Et demain soir, sur Monaco Info, dès le début de votre journal, à 19 h, comme le veut la tradition, le prince souverain présentera ses vœux pour 2025. À 19 h 30, ne manquez pas non plus la grande rétrospective de l'année présentée par Patricia Navarro. Et à 21 h, retrouvez également le documentaire consacré à l'association Peace and Sports, La Flamme de la Paix. Et juste avant votre météo, signé Alban Gingembre, on termine votre journal en images avec un retour sur les grands moments de 2024 qui ont marqué la principauté, avec ce soir les photos liées aux cérémonies des 80 ans de la libération de Monaco. On se retrouve demain, 19 h, pour un tout nouveau journal sur Monaco Info, le tout dernier de l'année. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, une météo douce en cette fin d'année en bord de Méditerranée. Après une semaine lumineuse, le soleil se fera un peu plus discret demain en principauté. On l'a vu aujourd'hui se cacher légèrement derrière quelques nuages. Eh bien, il faut s'attendre à la même chose demain, un ciel nuageux avec des éclaircies toute la journée. Pas de pluie, pas de vent, mis à part une légère brise atteignant les 15 km/h grand maximum. Et puis côté température, le thermomètre affichera 9 degrés au matin et 13 degrés l'après-midi. Notez aussi que les journées commencent enfin à se rallonger. On gagne 1 minute de soleil demain. Et en ce mardi 31 décembre, dernière journée de 2024, nous fêterons la Saint-Sylvestre. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.